Il est amusant de constater que la fascination du public pour l'exploitation de la franchise Jurassic semble inépuisable, alors même qu'on nous explique dans le film que les gens se sont lassés du retour des dinosaures en chair et en os. La renaissance annoncée par le titre se révèle une pure et simple continuation, mais alors ce film est-il aussi mauvais que les 3 précédents opus de Jurassic World? Parce que oui, de mon point de vue, les Jurassic World sont de mauvais films, y compris le premier, même si on peut toujours y trouver quelques qualités visuelles. Ce film, en l'occurrence, propose des dinosaures qui sont convaincants à l'image, même si on se retrouve confronté à un problème de cohérence lorsque leur taille semble parfois changer d'un moment à l'autre, uniquement pour s'adapter aux besoins d'une scène, mais j'y reviendrai plus en détail. Ce début de critique sera sans gros spoilers, mais en utilisant les bandes annonces pour l'illustration. De toute façon, le déroulement du film est extrêmement linéaire et prévisible, donc les spoilers ne changent quasiment rien à l'expérience, mais rassurez-vous, je vous préviendrai avant de m'y aventurer, et je vous propose un très rapide résumé du prétexte qui va lancer l'action du film. On a donc une multinationale pharmaceutique, sans doute des gens très bien, représentée par le personnage joué par Rupert Friend, qui est convaincu de pouvoir développer un traitement préventif des maladies cardiovasculaires. Mais pour cette recherche, ils ont besoin de collecter le sang de 3 espèces de dinosaures sur des spécimens vivants, les plus gros possibles, vivant en mer, sur terre et dans les airs. Bon, c'est un peu une intrigue Pokémon, mais admettons. Pour cela, on fait appel à la mercenaire Zora Bennett, jouée par Scarlett Johansson, et un spécialiste des dinos, le docteur Loomis, joué par Jonathan Bailey, sachant que les dinosaures ne subsistent plus que dans les régions équatoriales. C'est là qu'une équipe se réunit pour cette mission à haut risque, à 360 km à l'est de la Guyane française, nous dit-on. En termes d'ambiance musicale, on joue beaucoup sur la nostalgie des premiers films. Pour ce qui est de la réalisation de Gareth Edwards, connu pour Godzilla, Rogue One ou encore The Creator, c'est sympathique, avec une ambiance palpable et immersive qui s'explique par 2 décisions majeures. La première consiste à tourner en pleine nature avec une symbiose assez poussée entre milieu naturel et ajout des effets numériques. Tandis que la seconde décision qui apporte cette texture, c'est bien celle de Gareth Edwards qui a choisi de tout filmer sur pellicule Kodak, ce qui va rapprocher l'expérience visuelle de celle de films plus anciens. Si on y avait ajouté des dinos en mode animatronics, on aurait été à 100% en phase avec le premier film, mais on doit admettre la souplesse et l'éventail des possibles, ouvert par l'usage des images de synthèse, bien sûr. Ce qui s'est poussé Gareth Edwards au choix de la pellicule, accompagnée par des objectifs anamorphiques Panavision, réside dans la richesse des couleurs capturées, dans les imperfections aussi, qui proposent une restitution du réel presque exaltée. Un retour vers l'analogique qui n'a pas rebuté le responsable des effets visuels, bien au contraire, car ce grain, ces légères distorsions et ces magnifiques paysages ont offert un bel écrin pour y ajouter les créations numériques. Ceci étant dit, si l'ambiance et le grain de l'image sont agréables, ils vous replongeront dans l'impression d'avoir un film un peu à l'ancienne, je pense malgré tout qu'on pouvait espérer mieux en termes de plans vraiment marquants. On en a quelques-uns, c'est vrai, mais de là à affirmer que c'est une vraie claque visuelle, je ne pense pas qu'on puisse franchir le pas. Je pense même qu'à sa façon, le précédent film de Gareth Edwards, The Creator, était plus frappant en la matière, même si son scénario était franchement insuffisant. Je vous invite à en consulter ma critique, disponible sur la chaîne, si le sujet vous intéresse. Parlons un peu plus des actrices et des acteurs maintenant, la distribution fait le boulot. On a un certain niveau de charisme, c'est certain, entre Scarlett Johansson, Mahershala Ali et Jonathan Bailey. Malheureusement, ce serait mentir de vous dire qu'on a des personnages mémorables ou des dynamiques particulièrement intéressantes qui leur permettraient de sortir de leur statut de simple création au service du scénario. Outre Gareth Edwards à la réalisation, ce qui pouvait légitimement aviver les espoirs d'un film plus abouti, c'était aussi le retour de David Koepp au scénario. En effet, David Koepp est un vétéran qui a écrit l'adaptation de Michael Crichton pour le premier Jurassic Park, mais qui a aussi enchaîné des collaborations avec les plus grands comme Zemeckis, De Palma, Fincher, Raimi, Soderbergh ou encore Mangold. C'est lui par exemple qui a écrit le premier Mission Impossible, le premier Spider-Man de Sam Raimi ou encore La Guerre des Mondes de Spielberg. Avec un CV pareil, on peut s'attendre à du bel ouvrage, mais force est de constater que le scénario est très classique, sans pour autant parvenir à retrouver le charme des grands classiques. L'enchaînement de péripéties est plutôt convenu, les interactions développées avec un peu de superficialité ou manquant justement de parvenir à aller jusqu'au bout des promesses faites par certaines révélations sur le passé des personnages. Il y a des gens qui sont bouffés, c'est vrai, mais on reste dans une vibe familiale, gentillette, sans parler de l'ajout totalement inutile d'un petit dinosaure qui sent le mauvais plan marketing à plein nez. En résumé, pour moi, on se situe dans un film moyen world ou du Jurassic bof, comme vous voudrez. Je pense qu'on appréciera ce film via 3 grands types d'approches. Premier type d'approche, on y va pour voir des dinosaures, une histoire qui reprend un déroulé hollywoodien classique,
et on cherche uniquement du divertissement sans aucune attente artistique spécifique, et on se dit ok ça passe, du moins si on n'a pas un trop mauvais souvenir des 2 précédents films, ça pourrait presque devenir un bon moment, notamment si on est d'humeur gracieuse. Deuxième approche, on attend d'un film ou de ce film qu'il fasse autre chose que d'appliquer une formule et ou de s'inscrire dans une franchise. On espère des personnages bien construits ou encore une intrigue qui parvient à nous prendre au dépourvu ou du moins qui s'exprime vraiment, voire une réalisation qui se pose là et dépasse le cahier des charges habituel pour nous imprimer des images durables sur la rétine. Si vous êtes dans cet état d'esprit, je pense qu'il sera difficile de ne pas être déçu et d'y voir une énième suite sans âme, juste un produit qui entre dans les clous du marketing dino avec de jolies couleurs et les valeurs familiales qui triomphent. Dernière approche possible, on se fiche de tout le reste tant qu'on a des dinosaures bien faits à l'écran et des références à gogo à la saga Jurassic. Il suffit que les séquences d'action attendues soient là et qu'on retourne dans cet univers balisé pour être satisfait. Et là, on trouvera sans doute son bonheur, voire on s'extasiera de retrouver davantage que dernièrement avec une copie un peu prédigérée de l'ambiance du film original. Évidemment, il y aura des variations d'approche en un spectateur à l'autre, mais bon, vous avez l'idée. Ce qui n'aide pas vraiment le film de mon point de vue, c'est que les séquences les plus réussies en termes d'interaction avec des dinosaures, bien sûr, sont les premières qui surviennent après une demi-heure de film environ, ce qui ne laisse que le fameux mutant révélé par les bandes annonces pour tenter de faire remonter la sauce, tant bien que mal, pour le final. Quoique, c'est un point qui pourrait ouvrir à la discussion, car 2 carnassiers géants et 2 écoles peuvent prétendre au titre pour se voler la vedette après les débuts. Et justement, en parlant des mutants, je sais que ça faisait peur à pas mal de monde, mais de ce côté, ça aurait pu être bien pire. On a troqué les vélociraptors contre des trucs qui font exactement les mêmes choses dans exactement les mêmes scènes. Bon, j'exagère à peine, hein, et ça pose d'autres problèmes dans l'usage des mutants, mais j'y reviendrai dans la partie spoiler. Et puis on a le gros vilain mutant plein de bras avec sa tête de rancor alien beluga qui fait son taf de pas beau, mais dans l'ensemble, il faut reconnaître qu'on voit surtout des dinosaures non modifiés. Alors est-ce que je vous recommande d'aller voir ce film en salle? Je dirais uniquement si vous adorez voir des dinosaures, et si les 2 derniers films, voire les 3 derniers, ne vous ont pas semblé mauvais, alors celui-ci pourrait limite vous plaire. Maintenant, si on se place sur la concurrence entre blockbusters de juillet, pour moi il ne fait absolument aucun doute que Superman et les 4 Fantastiques seront presque forcément de meilleurs films que ce Jurassic World, même s'ils sont moins bons que ce que j'en entends, et ce que j'espère, je pense vraiment qu'ils seront plus riches, avec une proposition créatrice plus affirmée, et un moment plus mémorable à proposer tout simplement. Pour l'instant, si je devais parier, je dirais que Superman sera le meilleur des 3, et qu'il va surprendre aussi bien de par son accueil critique que par son succès au box-office, mais ça reste à voir bien entendu. Du côté du box-office, une chose est sûre, il ne faut jamais sous-estimer la franchise Jurassic machin. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas vous retrouver d'office inscrit dans l'équipe de campagne d'Aurore Berger 2027, et laissez un commentaire ou un pouce avant de passer au spoiler, sinon ça va chier les bulles carrées. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le film ou que vous aimez les spoilers. Commençons par les gros morceaux. Et justement, quitte à parler de taille, je dois quand même revenir sur le fait que certains dinosaures en changent en fonction des plans et des situations, notamment le mutant qui a tantôt la bouche assez grande pour bouffer un hélicoptère, tantôt juste adapté pour croquer un monsieur. Et on retrouve un peu le même problème avec les différentes scènes qui s'enchaînent avec le Tyrannosaure Rex, qui va changer de taille en fonction de l'emplacement où il se situe, des besoins de la scène. Ça pourrait peut-être vous perturber. Puisque oui, je parlais de 2 carnassiers qui se tirent la couverture, en réalité, je reste sur mon ressenti que les meilleures séquences sont celles sur lesquelles pèse la menace du terrible mosasaure qui règne sur les mers. Toutefois, sur l'île, on a 2 séquences marquantes, l'une avec l'inévitable Tyrannosaure Rex et l'autre avec le mutant. Au final, je pense qu'on s'amuse plus avec le Tyrannosaure, mais en même temps, sa confrontation à la seule famille lise beaucoup la tension et le danger qu'il représente. Je pense que le seul membre de cette famille qu'on suppose vaguement un temps courir le moindre risque réel, c'est le petit ami, Ravière, mais on comprend vite que son arc narratif consiste à prouver sa valeur aussi bien au père qu'à lui-même, donc difficile de l'imaginer mourir. Le Tyrannosaure est donc divertissant mais pas vraiment effrayant. Ce rôle est laissé au mutant final, appelé Distortus Rex apparemment, et qui n'aura qu'un bout d'hélicoptère et un cadre d'entreprise pharmaceutique à se mettre sous la dent, passer la séquence d'introduction. On pouvait sans problème prévoir tous les morts du film au fur et à mesure de l'introduction des personnages concernés. La seule surprise à cet égard est que le personnage du fou de la gâchette meurt aussi rapidement avec Ed Skrein dans le rôle, qui passe du grand méchant du piteux Rebel Moon de Zack Snyder à celui de casse-croûte surprise, première victime de l'équipage. La survie de Duncan, le personnage de Mahershala Ali, est d'autant plus cheap qu'elle n'est absolument pas expliquée par l'astuce ou la détermination dont il aurait fait preuve. On dirait que seule sa valeur morale, sa capacité à se sacrifier pour sauver la petite fille,
ceux qui étaient téléphonés depuis leur première rencontre, explique sa survie. C'est dommage, on aurait pu avoir un face-à-face à la Predator contre Dutch, mais au final on a juste une survie surprise qui n'a aucun sens. Je dois avouer aussi que le film aurait totalement pu se passer de la petite fille et de l'Aquilops, qui n'est pas un bébé, comme je le pensais initialement, mais simplement une espèce de petit dinosaure dont la taille adulte est estimée à 60 cm pour 1,5 kg. Quoi qu'il en soit, Dolores, ce petit dinosaure, n'apporte rien au film, et la petite fille Isabella, pas grand-chose de plus, puisque chaque séquence où elle est en danger est quasiment perdue, parce qu'on est sûr à 100% qu'elle ira très bien à la fin du film. Et puis je dois avouer que je n'ai pas été convaincu par l'expressivité de la toute jeune actrice. Et puis quand même, cette idée d'emporter Dolores à la fin est complètement stupide, puisqu'on sait que les dinosaures ne peuvent pas survivre en dehors de la région équatoriale. La prendre comme un petit animal de compagnie caprice et la sortir de son habitat naturel va à l'encontre de tous les messages portés par le docteur qui prône le respect de ces animaux. On peut même souligner, et c'est assez inattendu, que Dolores n'est jamais en danger de tout le film. Ce qui est assez étonnant, ils n'ont jamais joué sur le côté « Oh, le petit dinosaure est en danger, il faut la sauver ». Mais bon, c'était peut-être mieux comme ça. De manière générale, les personnages ne vont pas au bout du développement, quand il y en a un annoncé du moins. Le traumatisme de Zora n'est pas plus exploré que ça, ni sa décision éventuelle d'embrasser une vie différente. On sait juste qu'elle va renoncer à ses 10 millions de dollars. Quant à Javier, passer son saut à la mer pour rejoindre Teresa, il n'a plus aucun moment qui lui permet de s'affirmer. Le docteur Loomis, quant à lui, voulait juste voir des dinosaures en milieu naturel. Il a été servi. Peut-être qu'il arrêtera de croquer des pastilles qui font du bruit dans le 8e film pour avoir un véritable développement complet. On peut doucement rire quant à l'ambition de mettre les données prélevées sur les dinosaures en open source, comme ils disent, comme s'il ne fallait pas des années de R&D et des moyens colossaux pour mener à bien la mise sur le marché d'un médicament capable de repousser les maladies cardiovasculaires. La société représentée par Krebs, Parker Genix, n'aura qu'à récupérer les données comme tout le monde et déposer un brevet sur le médicament qu'elle développera en premier. Bien joué. Enfin bon, la naïveté confondante de toute cette partie est parfaitement illustrée par le plan final, leur petit bateau qui vogue entouré de dauphins, alors que le mosasaure et ses potes viendront les bouffer 5 minutes plus tard, n'en pas douter. L'insensibilité générale à la mort des seconds couteaux est assez flagrante, on a juste Duncan qui crie 2-3 fois après la mort de Nina, et quand Leclerc se fait becter, on passe vite à autre chose. Alors oui, je reconnais que ça fait partie du jeu dans ce type de film, bien sûr, mais on manque de morts marquantes ou inattendues qui permettraient de faire monter les enjeux dramatiques. On peut aussi noter, et cela en chagrinera certains, l'absence de véritable affrontement entre dinosaures, même si un mutadon, croisement mutant entre Vélociraptor et Pteranodon, vient tuer et emporter un Vélociraptor pour bien souligner qu'il leur a piqué le rôle dans ce film, ce petit salopard. Problème, les mutadons sont ensuite utilisés comme de simples prédateurs terrestres, sans jamais mettre à profit leur capacité à voler lors de leur chasse des humains. C'est quand même pas très malin. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus à dire de ce film, même si on pourrait en faire des caisses en s'arrêtant sur chaque plan, on n'en peut pas douter. Mais on n'est pas sur un grand film, juste de quoi vous divertir sur 2h13 de mon point de vue, mais assez loin de la promesse d'un grand renouveau qu'on pouvait éventuellement espérer, étant donné l'équipe réunie. Je vous donne rendez-vous dès ce dimanche 6 juillet en Terre du Milieu pour explorer le secret qui a permis à Gandalf de réussir là où tous les autres ont échoué. Ne manquez pas cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!